Deux mains dans mes cheveux. Tes mains sont dans mes cheveux et je devrais compter. 1, 2, 3, 4. Combien de fois tes doigts s'entrelacent dans les mèches? Mais je n'y arrive pas. Pour la première fois depuis des années, mon esprit n'est pas prisonnier des chiffres, des rituels ou des schémas. Je suis juste ici, dans cet instant impossible, sentant la chaleur du corps de Raphaël contre le mien alors que le clavier, du piano presse contre mon dos. Ses lèvres trouvent les miennes à nouveau, et il y a du sucre glace sur le bord de sa bouche, doux et légèrement granuleux. Mes doigts tremblent lorsque je touche son visage, pas à cause de la peur de la contamination qui me paralyse habituellement, mais à cause de quelque chose de bien plus effrayant, l'espoir. Matej, murmure-t-il mon nom avec cet accent brésilien qui transforme les syllabes en musique. Tu es là? Avec moi? Je le suis. Pour la première fois en des décennies de vie enfermée dans ma propre tête, je suis pleinement présent. Et cela me terrifie autant que cela me libère. Mais laissez-moi remonter au début, au jour où tout a commencé à s'effondrer et à se reconstruire simultanément. Au jour où j'ai rencontré l'homme qui ferait imploser mon monde parfaitement ordonné en 1000 morceaux chaotiques, et qui m'apprendrait que, peut-être, juste peut-être, le chaos n'est pas toujours quelque chose à craindre. Je me réveille à 5h42 du matin, exactement comme tous les jours depuis 8 ans. Je n'utilise pas de réveil. Mon corps a appris le rythme, s'est ajusté à la précision. 5h42 parce que c'est divisible par 2, et parce que cela me laisse assez de temps pour accomplir tous mes rituels matinaux avant de partir à 7h14. Mon appartement à Malastrana se trouve au 3e étage d'un bâtiment baroque jaune pâle, donnant sur une rue pavée étroite, où les touristes s'aventurent rarement. Il est parfait car il est symétrique. 2 fenêtres, 2 portes intérieures, 2 pièces en plus de la salle de bain. Les 284 métronomes occupent des étagères sur mesure couvrant 3 des 4 murs de la salle de séjour, organisée par époque, puis par fabricant, puis par teinte de bois. Ils tic-tac à des vitesses différentes, créant une polyphonie rythmique qui serait assourdissante pour quiconque. Pour moi, c'est la seule chose qui maintient mon cœur à un rythme proche de la normale. Je me lève du lit, drap blanc, oreiller blanc, couverture grise, et je commence. Premier rituel, toucher la poignée de la porte de la chambre 4 fois avec chaque main. 1, 2, 3, 4. Gauche. 1, 2, 3, 4. Droite. Le bois est froid sous mes doigts, lisse à force d'être touché précisément à ces endroits au fil des ans. Deuxième rituel, vérifier que toutes les fenêtres sont verrouillées. Je vais à la fenêtre du salon, vérifie le verrou. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je répète le processus à la fenêtre de la chambre. Je sais qu'elles sont verrouillées. Elles l'étaient toute la nuit. Je les ai vérifiées 14 fois avant de dormir. Mais mon esprit insiste que si je ne vérifie pas maintenant, quelque chose de terrible arrivera. Je ne sais pas exactement quoi. C'est la partie que les gens ne comprennent pas à propos du trouble obsessionnel compulsif. Ce n'est pas une question de perfectionnisme ou de organisation. C'est une terreur viscérale, irrationnelle, que si vous ne réalisez pas le rituel, quelqu'un que vous aimez mourra, ou vous deviendrez fou, ou le monde s'effondrera, tout simplement. Troisième rituel, la salle de bain. C'est là que les choses se compliquent. Laver mes mains 14 fois avant d'utiliser les toilettes, 7 fois avec du savon liquide antibactérien, 7 fois avec du savon en barre. L'eau doit être assez chaude pour rougir ma peau. Ensuite, encore 14 lavages après avoir utilisé les toilettes. Mes mains sont déjà rugueuses et craquelées lorsque je termine. La douche, eau à exactement 42 degrés Celsius, savon appliqué en mouvement circulaire couvrant chaque centimètre de peau, précisément 2 fois. Quand je m'habille enfin, sous-vêtements gris, chaussettes noires, pantalon de tailleur noir, chemise blanche à 7 boutons, pull gris à col en V, il est 6h28. J'ai 46 minutes avant de devoir partir pour mon service au Café Savoy. Le petit déjeuner est toujours le même. 2 œufs cuits pendant exactement 6 minutes, 2 tranches de pain complet grillées, une tasse de café noir sans sucre. Des nombres pairs, toujours des nombres pairs. Manger prend du temps, parce que je dois mâcher chaque bouchée un nombre pair de fois. 24 fois pour les aliments solides, 16 pour les aliments plus mous. Ma mâchoire me fait mal, constamment. À 7h14, je prends ma sacoche en cuir noir. Je vérifie son contenu 4 fois. Partition, lingette antibactérienne sous emballage scellé, mon carnet de notes musicales, stylo noir, et je sors. Déverrouiller et reverrouiller la porte prend 5 minutes. Cette vérification pour m'assurer qu'elle est bien verrouillée, en tirant sur la poignée, en la tournant, en poussant la porte.
Un vieil homme qui vit dans l'appartement d'à côté me regardait autrefois avec pitié. Maintenant, il détourne simplement le regard. La marche jusqu'au Café Savoy prend 19 minutes si je marche à un rythme normal, mais 32 à cause des rituels. Je ne peux pas marcher sur les fissures entre les pavés. Si je le fais, je dois revenir en arrière et refaire le trajet. Je ne peux pas toucher les rampes ou les murs. Je traverse la rue uniquement à des passages piétons spécifiques, dont j'ai mémorisé le nombre exact de pas, nécessaire, toujours un nombre pair. Prague à l'aube est une ville de doré et d'ambre, le soleil levant illuminant les façades baroques de tons miel et abricot. Le château de Prague se dresse au-dessus de moi comme un géant protecteur, sa silhouette imposante se découpant contre un ciel encore teinté de rose. Les touristes se lèvent rarement assez tôt pour voir cette version de la ville, calme, presque méditative, appartenant uniquement aux locaux et aux pigeons qui volent en formation symétrique. Le Café Savoy est l'un des établissements les plus anciens et prestigieux de Prague, avec des plafonds ornés dans le style néo-renaissance, des lustres en cristal et des tables en marbre qui servaient déjà du café lorsque Franz Kafka arpentait ces mêmes rues. C'est ici que des compositeurs tchèques discutaient de symphonies, que des politiciens planifiaient des révolutions silencieuses, que des amants se retrouvaient en secret pendant l'occupation nazie, puis l'ère communiste. Les murs ont une mémoire et parfois, quand je joue du piano dans les matinées vides, j'ai l'impression de converser avec des fantômes. J'entre par la porte du personnel à l'arrière. La porte principale nécessite de toucher la poignée, et les poignées publiques sont ma perte. Même ainsi, je dois utiliser une lingette antibactérienne pour ouvrir la porte arrière, que je jette dans une poubelle spécifique avant d'entrer. À l'intérieur, la cuisine est déjà en pleine effervescence. Dobré rano, Matiej. Maria, la gérante d'une 50aine d'années aux cheveux gris impeccablement relevés en chignon, me salue. Elle est l'une des rares personnes à comprendre mes rituels sans juger. Il a fallu 3 mois de travail ici avant qu'elle ne cesse d'essayer de me serrer la main ou de toucher mon épaule. Dobré rano, réponds-je, gardant une distance sécuritaire. Mes yeux font déjà ce qu'ils font toujours, scanner l'environnement, compter, 4 tables à nettoyer, 8 chaises mal alignées, 2 lustres avec des bougies consumées à remplacer. Mon esprit organise automatiquement tout en catégorie paire. On a quelqu'un de nouveau en cuisine aujourd'hui, dit Maria tandis que je me dirige vers le piano à queue Steinway, qui domine un coin de la salle principale. Un chef pâtissier du Brésil, Raphaël quelque chose. Il semble talentueux. Je ne réponds pas. Les nouvelles personnes signifient de nouvelles variables, des schémas interrompus, la possibilité de devoir expliquer mes rituels encore une fois. Cela signifie des regards de pitié, de dégoût, ou pire, cette curiosité morbide comme si j'étais une expérience psychologique fascinante. Je m'approche du piano, mon sanctuaire, le seul endroit où les règles changent. Avant de jouer, j'exécute le rituel. Je touche chaque touche une fois, de la plus grave à la plus aiguë. 88 touches. Cela prend 7 minutes. Ensuite, je les touche à nouveau, cette fois de la plus aiguë à la plus grave. Encore 7 minutes. Ce n'est qu'alors que je peux commencer à jouer de la vraie musique. Mes doigts trouvent les premières notes de Debussy, clair de lune, et quelque chose en moi, tendu et enroulé, commence à se détendre. Ici, au piano, les nombres ont un sens. 4 temps par mesure, 3 temps par mesure, 6 par 8. Les formules de mesure sont des rituels que tout le monde suit, pas seulement moi. Les répétitions sont appelées motifs et sont considérées comme géniales, pas compulsives. Quand je joue, je suis normal. Quand je joue, je suis libre. Je suis perdu dans Chopin. Nocturne, op, 9 nummer 2 Zeder. Lorsque j'entends la porte de la cuisine s'ouvrir, je ne m'arrête pas de jouer. Je ne m'arrête jamais au milieu d'une pièce. Ce serait comme laisser une phrase en suspens. Mais ma vision périphérique capte un mouvement. Quelqu'un s'arrête à l'entrée entre la cuisine et la salle, et je sens des yeux sur moi. La musique se termine. Mes doigts reposent sur les touches pendant exactement 4 secondes. Toujours 4 secondes, avant que je ne me permette de lever les yeux. Et il est là. Grand, avec des épaules larges qui remplissent l'uniforme blanc de chef, une peau mate qui semble conserver le soleil du Brésil même ici, dans la Prague nuageuse. Des cheveux noirs et bouclés attachés en un chignon bas, révélant une structure faciale forte. Mâchoire carrée, pommettes hautes, lèvres pleines légèrement entr'ouvertes dans un mélange d'admiration et de surprise. Mais ce sont ses yeux qui me captivent. Brun foncé, chaud, le genre d'yeux qui vous voit vraiment, pas seulement vous regarde. Désolé, dit-il, et sa voix porte cet accent brésilien inimitable, transformant le S en un « esh ».
D'où? Je ne voulais pas interrompre. C'est juste que, cette musique, c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Mon cœur s'accélère d'une manière qui n'a rien à voir avec l'anxiété. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas quoi faire de la façon dont il me regarde. Pas avec pitié, pas avec une curiosité morbide, mais avec quelque chose de dangereusement proche de l'émerveillement. C'est Chopin, dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'avais prévu. Nocturne, op. 9 Nummer 2 heures. Je sais, sourit-il, et c'est un sourire qui illumine tout son visage, atteignant ses yeux bruns et les faisant briller. Ma mère jouait cette musique quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais entendu personne la jouer comme ça. Tu y mets, je ne sais pas, une âme. Je ne sais pas quoi répondre. Les compliments me mettent mal à l'aise. Je ne sais pas où poser mes mains ou regarder, comment mon visage devrait être disposé. Alors je fais ce que je fais toujours. Je retourne au piano et recommence à jouer. Cette fois, Bach. Prélude en do majeur. Mathématique, précis, sûr. Il ne part pas. Cela me déstabilise. Les gens partent généralement quand il est clair que je ne vais pas poursuivre une conversation. Mais il s'adosse simplement au mur, les bras croisés sur la poitrine, et m'observe jouer. Ses yeux suivent mes doigts sur les touches, et je ressens son intérêt non comme une intrusion, mais comme une présence, chaleureuse, curieuse, non menaçante. Quand la musique se termine, il parle à nouveau. Je m'appelle Raphaël Costa. J'ai commencé aujourd'hui comme chef pâtissier. Matej Novak, dis-je, gardant mes mains sur mes genoux, loin de toute tentative de poignée de main. Pianiste. J'ai remarqué, rit-il, et ce n'est pas un rire moqueur. C'est sincère, musical. Tu joues ici tous les matins, de 8 à 14 heures, 4 jours par semaine, mardi, jeudi, samedi et dimanche. Des nombres pairs, observe-t-il, et quelque chose dans ma poitrine se serre. La plupart des gens ne remarquent pas ces schémas. Cool. Il n'y a pas de moquerie dans sa voix. Juste une observation neutre, peut-être même une approbation. Je ne sais pas quoi en faire. Je dois vérifier le piano. Mange me tournant à nouveau vers l'instrument. En réalité, j'ai besoin qu'il arrête de me regarder comme si j'étais quelque chose de précieux, parce que ça me fait plus peur que n'importe quelle contamination. Bien sûr, dit-il. Mais il ne bouge pas immédiatement. Je pense qu'on va se voir souvent alors. Je travaille du mardi au dimanche. 5 jours. Nombre impair. Ça devrait me déranger, mais bizarrement, ça ne me dérange pas autant que ça le devrait. Quand il retourne enfin à la cuisine, je relâche un souffle que je ne savais pas retenir. Mes doigts tremblent légèrement en revenant aux touches. Je joue Satie, gymnopédie, Noberwanair, essayant de retrouver mon équilibre, mais mon esprit revient sans cesse à ses yeux bruns, à ce sourire, à la façon dont il a dit que je mettais une âme dans la musique. Personne n'a jamais dit ça auparavant. Les gens commandent la technique, la précision, la mémoire musicale. Jamais l'âme. Le reste de la matinée passe dans une brume étrange. Je joue le répertoire habituel. Debussy, Chopin, Satie, Einaudi, quelques pièces tchèques traditionnelles appréciées des clients plus âgés. Entre les morceaux, j'exécute mes rituels discrètement, toucher chaque touche 4 fois avant de commencer une nouvelle pièce, ajuster le tabouret du piano pour m'assurer qu'il est parfaitement centré, vérifier que les partitions sur le pupitre sont parfaitement alignées. Mais mon attention continue de dériver vers la porte de la cuisine. Chaque fois qu'elle s'ouvre, mon cœur fait un bond, espérant voir cette grande silhouette en uniforme blanc. Parfois, c'est Raphaël, portant des plateaux de dessert fraîchement préparés pour la vitrine. Il me fait signe une fois, et je réponds par un signe raide, maladroit. Pendant ma pause de 10h30, toujours à 10h30 pendant exactement 14 minutes, je vais aux toilettes du personnel. Rituel complet, 14 lavages de mains. Quand je reviens, il y a quelque chose de nouveau à côté du tabouret du piano. Une petite assiette avec un dessert, une tartelette au chocolat avec une décoration complexe de copeaux de chocolat blanc formant un motif de vague, et un mot écrit en tchèque hésitant, pour le pianiste qui joue avec une âme. 2 ingrédients spéciaux, chocolat belge et espoir, R. Mon premier instinct est de jeter l'assiette. De la nourriture préparée par des mains inconnues, touchée par qui sait combien de personnes en cuisine, contaminée. Mais ensuite, je remarque 2 ingrédients. Nombre pair. L'a-t-il fait exprès? Impossible. Comment pourrait-il savoir? Je prends l'assiette en utilisant une serviette, bien sûr, et la rapporte à la cuisine. Raphaël est en train de décorer une tour de profiterole, concentré, la langue légèrement sortie dans un effort de concentration. Quand il me voit, son visage s'illumine. « Ça t'a plu » demande-t-il avec enthousiasme.
Je ne peux pas manger ça, dis-je, et je déteste la déception immédiate qui traverse son visage. Ce n'est pas une question de goût. J'ai des règles concernant la nourriture. Des règles? Répète-t-il, sans jugement, juste de la curiosité. Je dois savoir exactement combien d'ingrédients il y a. Ça doit être un nombre pair. Je dois voir la préparation, ou du moins connaître suffisamment la personne qui l'a préparée pour être sûr qu'elle a suivi des protocoles. J'attends qu'il rie, qu'il lève les yeux au ciel, ou qu'il affiche cette expression de pitié que je déteste. Au lieu de cela, il hoche simplement la tête. « Toc » demande-t-il doucement. « Oui, inutile de mentir. Les gens finissent toujours par le découvrir. Mon cousin a un toc, dit Raphaël, reprenant la décoration des profiteroles comme si nous discutions de la météo. Le sien concerne aussi la contamination et l'ordre. J'ai appris à ne pas le prendre personnellement quand il ne peut pas manger ce que je cuisine. Quelque chose dans ma poitrine qui était tendue commence à se relâcher légèrement. Combien d'ingrédients y avait-il? Demandai-je en pointant la tartelette. Attends, laisse-moi réfléchir. Chocolat, œufs, sucre, farine, beurre, levure, vanille. 7, je crois. Nombre impair, évidemment. Et je peux en faire une autre, propose-t-il immédiatement. Avec combien d'ingrédients as-tu besoin? Tu n'as pas à faire ça. Je veux le faire. Il me regarde directement, et il y a quelque chose de si sincère dans ses yeux bruns que je détourne le regard. J'aime les défis de recettes, et j'aime rendre les gens heureux avec la nourriture. Alors, 4 ingrédients? 6? 8? 6 serait acceptable. 6 alors. Il sort déjà des ingrédients, murmurant pour lui-même en portugais, tout en reformulant mentalement la recette. Chocolat, œufs, sucre, beurre, sel, espresso. Oui, ça marche. Ça sera même meilleur, plus intense. Je devrais retourner au piano. Ma pause est terminée depuis 2 minutes, et être en retard me rend anxieux. Mais je suis figé, l'observant travailler. Il se déplace dans la cuisine avec une grâce fluide, attrapant des bols, mesurant des ingrédients, ses grandes mains maniant les ustensiles délicats avec une précision surprenante. Il y a du chocolat sur son menton et de la farine sur sa chemise, mais il ne semble pas s'en soucier. En 15 minutes, nombre impair, ça me dérange mais pas autant que ça devrait, il présente une nouvelle tartelette, plus petite cette fois, plus rustique dans la présentation. 6 ingrédients, annonce-t-il fièrement. Chocolat belge à 70%, 2 œufs fermiers, sucre demerara bio, beurre doux français, sel de mer et une double dose d'espresso italien. Préparé avec ses mains, il lève ses grandes mains, les montrant comme une preuve, qui ont été lavées 3 fois avec du savon antibactérien avant de commencer. 3 est un nombre impair, mais il ne pouvait pas le savoir, et le geste me désarme complètement. Et si tu veux me regarder faire la prochaine, continue-t-il, tu peux venir en cuisine, ou je peux la faire devant le piano si tu préfères. Pourquoi? La question m'échappe avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi fais-tu ça? Il semble sincèrement perplexe face à la question. Parce que tu joues une musique magnifique, dit-il simplement. Et parce que tout le monde mérite de manger quelque chose de sucré qui le rend heureux. Et parce que, il hésite, quelque chose de vulnérable scintille dans ses yeux. Parce que je sais ce que c'est quand les gens ne comprennent pas tes besoins. Alors, si je peux faire quelque chose de petit pour aider, je ne sais pas quoi dire. Personne, depuis ma mère morte quand j'avais 16 ans, n'a jamais vraiment essayé d'accommoder mes rituels sans me faire sentir comme un fardeau. Merci, dis-je, prenant l'assiette avec une serviette propre. De rien, Mathieu. La façon dont il prononce mon nom, Mathieish, avec cet accent doux, fait quelque chose d'étrange à mon estomac. Je retourne au piano, l'assiette tremblant légèrement dans mes mains. Je la pose à côté des partitions et la regarde longuement. 6 ingrédients. Il s'en est souvenu. Il a suffisamment tenu à s'en souvenir et à ajuster sa recette. Lentement, je divise la tartelette en 4 morceaux égaux avec une fourchette propre tirée de ma sacoche. J'en mange un morceau. C'est divin, riche et intense, avec l'amertume du chocolat équilibré par une douceur subtile, l'espresso ajoutant de la profondeur. Je mâche 24 fois, comme toujours. Quand je termine le 2e morceau, je regarde vers la cuisine. Raphaël m'observe à travers la fenêtre de service, et quand nos regards se croisent, il sourit. Pas un sourire de victoire, mais quelque chose de plus doux, plus gentil, plein d'espoir. Je lève la main en un geste d'approbation, le pouce levé, maladroit et hésitant. Son sourire s'élargit, illuminant tout son visage, et il me rend le geste avant de retourner au travail. Je pose mes doigts sur les touches et recommence à jouer Debussy, Rêverie,
C'est une pièce sur les rêves, les possibilités, les moments fugaces de beauté. En jouant, je sens quelque chose changer en moi, quelque chose de petit, mais indéniable, comme quand la glace sur la Vltava commence à fondre au printemps, imperceptible au début, mais inévitable, irréversible. Les jours suivants établissent un nouveau schéma. Raphaël apparaît pendant ma pause du matin avec une nouvelle création, toujours avec exactement 6 ou 8 ingrédients, toujours préparés sous mes yeux pour que je puisse voir ses mains propres. Gâteau à l'orange avec 8 ingrédients, y compris du zeste. Mousse au chocolat avec 6. Biscuits à la vanille avec 8. Parfaitement rond et symétrique d'une manière qui m'apaise. Tu as un don, lui dis-je le jeudi, ma voix brisant la routine silencieuse que je maintiens habituellement. Toi aussi, répond-il, s'asseyant sur une chaise près du piano pendant ma pause. Il garde une distance respectueuse, n'envahissant jamais mon espace. Cette musique de ce matin, celle que tu as jouée vers 9 heures, c'était quoi? Smetana, Vltava, de Mavlast. Je suis surpris qu'il ait demandé, qu'il ait remarqué. C'est sur le fleuve. Comment il commence petit dans les montagnes et grandit, coule à travers Prague, portant des histoires. Je pouvais entendre le fleuve, dit Raphaël, les yeux dans le vague. La façon dont tu jouais, je pouvais entendre l'eau, le courant. Nous parlons ainsi par fragments brefs pendant mes pauses. Il me raconte Salvador, des plages infinies, de la musique dans les rues, l'odeur de l'acarajé frit au coin des rues. Il raconte son déménagement à Lisbonne d'abord, puis à Prague, fuyant une relation qu'il a laissée briser de façon que je recolle encore ensemble. Il n'élabore pas, et je ne pose pas de questions. Je reconnais le traumatisme quand je le vois, même lorsqu'il est enveloppé de sourires chaleureux et d'un optimisme obstiné. Je parle moins, mais il est patient, posant des questions prudentes, ne pressant jamais quand je me retire dans le silence. Je lui parle des métronomes. Je mentionne juste que j'en ai une collection. Pas combien, ni pourquoi. De la musique comme seule chose qui apaise le chaos perpétuel dans ma tête. De Prague, qui peut être solitaire quand on ne peut pas toucher les rampes, serrer les mains ou manger dans des restaurants publics. Ça ne semble pas solitaire maintenant? Demande-t-il le vendredi, et il y a quelque chose de vulnérable dans sa voix qui me fait le regarder directement. Non, admets-je, pas autant. Son sourire est comme un lever de soleil, lent, chaleureux, inévitable. Le samedi, quelque chose change. Je joue du Rachmaninoff, difficile, techniquement brutal, exigeant que mes doigts volent sur les touches dans des progressions complexes qui me forcent à me concentrer uniquement sur la musique. Je ne remarque pas Raphaël jusqu'à ce qu'il soit debout à côté du piano, plus près que d'habitude, tenant quelque chose dans ses mains. « Désolé d'interrompre », dit-il quand je termine la pièce, ma respiration haletante sous l'effort. « Mais j'ai fait quelque chose pour toi. Ce n'est pas de la nourriture. » Il me tend un petit carnet relié en cuir brun clair. Sur la couverture, en lettres dorées élégantes, « Mathieu, j'ai remarqué que tu ajustes toujours tes partitions », explique Raphaël tandis que j'observe le carnet avec suspicion. Alors j'ai pensé, peut-être que tu aimerais un endroit pour noter des choses, des compositions, des pensées, je ne sais pas. Tu n'avais pas besoin de... Je sais, j'en avais envie. Je prends le carnet, utilisant d'abord une lingette antibactérienne pour nettoyer mes mains, puis le prenant directement. Le cuir est doux, bien fait. Je l'ouvre. Des pages blanches, lignées pour la musique. 120 pages. Nombre pair. Merci, dis-je, et ma voix sort étranglée. Les cadeaux me mettent mal à l'aise. Je ne sais pas comment rendre l'appareil. Quel est le protocole social approprié s'il y a des attentes liées? Tu n'as pas besoin de me remercier. Raphaël hésite, puis ajoute. Tu me rends heureux, Mathieu. Ta musique, nos conversations, ça rend Prague moins froide, tu sais. Je le regarde, vraiment. Peut-être pour la première fois. Je remarque les petites rides autour de ses yeux, les marques de brûlures légères sur ses mains, la manière dont une boucle s'est échappée de son chignon et tombe sur son front. Je remarque comment il me regarde comme si j'étais quelque chose de précieux, comme si mes rituels n'étaient pas des défauts à tolérer, mais simplement une partie de qui je suis. Toi aussi, dis-je à voix basse, tu me rends heureux? C'est effrayant. Pourquoi effrayant? Parce que les gens heureux ont plus à perdre. Une douleur traverse le visage de Raphaël, comme si mes mots faisaient écho à une vérité qu'il connaît intimement lui aussi. Il ouvre la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, Maria appelle depuis le comptoir. Un client veut une performance spéciale pour un anniversaire. Le moment se brise. Raphaël retourne à la cuisine et je retourne au piano. Le carnet en cuir posé à côté de mes partitions anciennes. Je joue « Joyeux anniversaire »
en 14 variations différentes, chacune plus élaborée que la précédente, tandis que mon esprit revient sans cesse à ce regard vulnérable dans les yeux de Raphaël. Ce soir-là, dans mon appartement entouré de 284 métronomes tic-tac en désynchronisation harmonieuse, j'ouvre le carnet. Sur la première page, j'écris « J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas peur de mes chiffres ». Sur la deuxième, « Ça devrait me faire plus peur que ça ne le fait ». Je prends le métronome réglé à 72 battements par minute, celui qui, sans qu'il le sache, correspond au rythme cardiaque de Raphaël lorsqu'il est calme. Je l'allume, laisse son rythme régulier remplir le silence, et pour la première fois depuis des années, je m'endors sans accomplir tous mes rituels nocturnes d'abord. Ce n'est qu'une nuit, une petite rébellion, mais c'est un début. Voulez-vous que je raconte la suite de l'histoire de Mathiège et Raphaël? Voulez-vous savoir comment leur relation évolue, alors que Raphaël apprend à naviguer dans le monde méticuleux de Mathieu, tandis que tous deux affrontent leurs propres peurs de l'amour et de la perte? Les semaines suivantes se transforment en quelque chose que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Une routine qui ne m'étouffe pas, mais m'ancre. Raphaël est toujours là, comme le tic-tac constant d'un métronome, prévisible mais jamais monotone. Il apprend mes schémas. Il arrive en cuisine à exactement 7h54, 6 minutes avant ma première pause, pour que sa création du jour soit fraîche et chaude quand je fais ma pause. Il apprend que je ne peux rien manger avec un nombre impair d'ingrédients, que je dois voir ses mains propres avant d'accepter quoi que ce soit, que certaines textures me font suffoquer. Mais plus que cela, il apprend ce qui me rend heureux. Il découvre que Dvořák me calme quand je suis anxieux, que Liszt m'énergise quand je suis épuisé, que Beethoven me fait me sentir moins seul. Il commence à demander des morceaux spécifiques, pas pour lui mais parce qu'il a remarqué mon humeur. « Joue celui du fleuve aujourd'hui ?» demandera-t-il quand il remarque ma respiration accélérée, mes mains tremblant plus que d'habitude. Et je joue Smetana et mon cœur ralentit et je sais qu'il m'observe depuis la cuisine avec ses yeux bruns pleins d'une inquiétude douce. C'est un mardi quand tout change. Octobre à Prague est brutal. Le froid mord déjà. Les feuilles tombent des arbres le long de la Vltava, en tons d'or rouillé et de rouge sang. Je me réveille et quelque chose ne va pas. Je ne peux pas identifier quoi immédiatement, mais il y a un bourdonnement sous ma peau, une électricité nerveuse qui me dit que cette journée sera difficile. Les rituels matinaux prennent plus de temps. Je dois vérifier les verrous 12 fois au lieu de 7, laver mes mains 28 fois, retraverser certaines sections de la rue 3 fois parce que j'ai marché sur une fissure, et je dois défaire. J'arrive au Café Savoy avec 42 minutes de retard, une sueur froide coulant dans mon dos malgré le froid mordant. Maria ne dit rien, elle m'a déjà vu comme ça, mais son expression est inquiète. Je vais directement au piano sans même enlever mon manteau. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin que la musique me ramène, mais je n'y arrive pas. Mes doigts tremblent tellement que je ne touche pas les bonnes touches. J'essaie de commencer Chopin 3 fois, 4, 7. Chaque tentative empire. L'anxiété monte comme de l'eau bouillante, brûlant ma gorge, ma poitrine. Les gens commencent à regarder. Un couple de touristes murmure. Une femme âgée fronce les sourcils. Puis Raphaël est là. Je ne sais pas quand il est sorti de la cuisine, mais il est à côté de moi, sans me toucher, juste proche. Mathiège, sa voix est basse, calme. Respire avec moi. 4 secondes en inspirant, 4 en expirant, 4. Nombre pair. Mon esprit s'accroche à cela. Inspire. Il respire bruyamment. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Je suis son rythme. 1 fois, 2, 8 fois, 16. Mon cœur commence à ralentir. Juste un peu. Mieux? Demande-t-il. Je secoue la tête. Ce n'est pas mieux. C'est pire parce que maintenant tous ces clients m'ont vu m'effondrer, m'ont vu échouer. Viens, dit Raphaël doucement. Viens en cuisine. Personne ne te jugera là-bas. Je ne peux pas. Ma voix sort brisée. La cuisine, c'est... Il y a trop de choses, trop de contamination. Alors viens à l'arrière. Il y a un petit bureau. C'est propre, c'est calme. Il ne me touche pas. Il sait qu'il ne peut pas. Mais il marche devant moi, lentement, laissant une trace pour que je la suive. Mes pieds bougent automatiquement. À travers la salle principale, sous les regards curieux, passant par la cuisine animée qui me donne envie de crier, jusqu'à une petite pièce à l'arrière que je n'avais jamais remarquée. C'est petit, avec une table, 2 chaises, une fenêtre donnant sur une cour intérieure avec un seul arbre nu. Raphaël laisse la porte ouverte. Il sait que je ne supporte pas les portes fermées, la claustrophobie mêlée à la peur d'être coincé en cas d'urgence. « Assieds-toi », dit-il, désignant la chaise la plus éloignée de la porte. Je fais ce qu'il demande, mes jambes vacillantes.
Il disparaît un instant, revient avec un verre d'eau. Dans un gobelet jetable propre, je remarque, encore dans son emballage plastique. Il l'ouvre devant moi, le remplit avec de l'eau d'une bouteille scellée. « Bois », dit-il. 8 gorgées. Nombre pair. Évidemment, il le sait. Je bois. L'eau est froide, m'ancre légèrement. Raphaël tire l'autre chaise mais garde ses distances, s'asseyant de l'autre côté de la petite table. Ses yeux sont sur moi, mais pas avec pitié, avec quelque chose de plus profond, de la compréhension peut-être, une réelle inquiétude. « Tu n'as pas pris tes médicaments aujourd'hui ?» demande-t-il doucement. Je me fige. Comment c'est-il pour les médicaments? Maria en a parlé une fois, explique-t-il, lisant mon expression. Quand j'ai demandé comment je pourrais aider avec tes rituels, j'ai arrêté de les prendre il y a 6 mois, dis-je, et je n'avais pas prévu de le dire à qui que ce soit. Jamais. Il me rendait mort à l'intérieur. Je pouvais jouer parfaitement, techniquement impeccable, mais il n'y avait aucune émotion. C'était comme si la musique se passait loin de moi. Raphaël ne parle pas immédiatement. Il absorbe simplement l'information, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. 4 tapotements. Pause. 4 tapotements. Le fait-il exprès? Parle-t-il ma langue des nombres pairs? Et tu as préféré tout ressentir, dit-il enfin, même si tout inclut ça. Il fait un geste vague vers moi, vers mon état actuel, main tremblante, respiration irrégulière, sueur froide. Oui, ma voix est ferme maintenant. C'est la seule décision dont je suis sûr. Je préfère ressentir trop que ne rien ressentir du tout. Je comprends, dit Raphaël, et à la façon dont il le dit, je crois qu'il comprend vraiment. Mais Mathieu, il existe d'autres médicaments, des dosages différents, la thérapie. Tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. J'ai tout essayé. Je suis tellement fatigué d'expliquer ça. 8 médicaments différents sur 12 ans. Thérapie cognitivo-comportementale pendant 6 ans. Thérapie d'exposition qui m'a laissé traumatisé pendant des mois. Ça, je pointe vers moi-même, c'est le mieux que ça devient. Silence. Puis Raphaël parle, sa voix chargée d'émotion. Alors on va faire avec. Comme c'est. Sans réparer, sans guérir. Juste en naviguant. Quelque chose en moi qui était tendu commence à s'effondrer. Personne n'a jamais dit ça avant. Tout le monde veut me réparer. Médecin, thérapeute, ma famille, d'anciens partenaires amoureux. Tous pensent que si j'essaie plus fort, si je veux plus, si je discipline plus, je peux être normal. Raphaël dit que peut-être je n'ai pas besoin de l'être. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'engages, dis-je, ma voix rauque. Ce n'est pas juste la nourriture et les rituels, c'est tout. Je ne peux pas aller dans beaucoup d'endroits. Je ne peux pas rencontrer ta famille parce que l'idée d'être dans une maison inconnue me paralyse. Je ne peux pas, je déglutis difficilement, forçant les mots. Je ne peux pas être touché à moins que j'initie. Et même alors, parfois mon cerveau crie contamination, danger, besoin de laver. Alors tu initieras, dit Raphaël simplement. Et quand ton cerveau criera, tu laveras. Et j'attendrai. Personne n'attend, murmurai-je. Personne n'a la patience pour ça. Voici. Il se penche légèrement en avant, ses mains ouvertes sur la table, une offre non exigée. Mathieu, j'ai passé 3 ans à perfectionner une seule recette de croissant. J'ai fait la même pâte 846 fois, jusqu'à ce que ce soit parfait. La patience n'est pas mon problème. 846, nombre pair. Évidemment. Pourquoi? La question sort brute, vulnérable. Pourquoi tu te soucies? Tu me connais à peine. Raphaël reste silencieux un long moment, ses yeux cherchant les miens. Quand il parle, sa voix est si douce que je l'entends à peine par-dessus le bourdonnement persistant dans ma tête. Parce que quand tu joues du piano, je vois qui tu es vraiment. Sans les rituels, sans le toc, sans les murs. Je vois quelqu'un qui ressent si intensément qu'il doit transformer ça en musique, ou il exploserait. Et ça, il fait une pause, déglutissant difficilement. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et je veux découvrir cette personne. Je veux te découvrir, Mathieu. Tout toi, pas juste les parties faciles. Je ne sais pas quoi dire. Les mots s'embouteillent dans ma gorge. Gratitude, peur, désir, panique, tout mélangé dans un nœud impossible. Alors je fais la seule chose que je sais faire. Je tends ma main à travers la table, tremblante, paume vers le haut. Raphaël regarde ma main un moment, la compréhension illuminant son visage. C'est mon invitation, mon initiative. Il bouge sa main lentement, me laissant le temps de reculer, puis ses doigts touchent les miens. Chaud, sa peau est chaude, calleuse, réelle. Mon cerveau commence immédiatement à crier. Contamination, germe, danger. Mais je me force à respirer à travers ça. 4 en inspirant, 4 en expirant.
Ses doigts s'enroulent doucement autour des miens, sans presser, juste en tenant. Nous restons ainsi pendant 14 secondes avant que je doive retirer ma main. C'est court, douloureusement court, mais c'est quelque chose. C'est un début. Merci, dit Raphaël doucement, de me faire confiance. Ma voix s'étrangle. J'essaie à nouveau. J'ai besoin de laver mes mains maintenant. Ce n'est pas à cause de toi. C'est juste mon cerveau. Je sais. Vas-y. Je t'attends ici. Je me précipite vers la salle de bain, exécutant le rituel complet, 28 lavages, eau brûlante, jusqu'à ce que ma peau soit rouge et à vif. Quand je reviens, Raphaël est toujours là, exactement où il a promis qu'il serait. Quelque chose dans ma poitrine s'élargit douloureusement. Mieux ? Demande-t-il. Oui, et étrangement, je le suis. Pas bien, mais mieux. Tu dois retourner au piano ? Je secoue la tête. L'idée d'affronter ses clients, ses regards, me donne envie de vomir. Alors n'y retourne pas, dit Raphaël. Prends la journée. Je vais parler à Maria. Elle comprendra. Je ne peux pas simplement. Si, tu peux. Tu as une journée difficile. Ça arrive. Le monde ne va pas s'effondrer si tu prends un jour de congé. Mais mon monde si, veux-je dire. Mon monde fonctionne sur des routines rigides, des schémas prévisibles. Briser la routine signifie le chaos, signifie que demain pourrait être pire, et après-demain encore pire, jusqu'à ce que je ne puisse plus fonctionner. Comme s'il lisait dans mes pensées, Raphaël dit « Demain tu y retournes. Même heure, même endroit, même piano. Aujourd'hui, c'est juste un détour, pas une nouvelle règle. La logique de cela perce à travers la brume de l'anxiété. Un détour, pas un changement permanent. D'accord, murmurai-je. Tu veux que j'appelle quelqu'un? De la famille? Un ami? Je n'ai personne. La vérité de cette déclaration me frappe comme toujours. 38 ans et complètement, absolument seul. Mes parents sont morts. Ma mère quand j'avais 16 ans, mon père 3 ans plus tard. Pas de frères et sœurs, pas d'amis réels. Juste des connaissances qui tolèrent ma présence occasionnelle. Des relations amoureuses qui ont toujours implosé sous le poids de mes rituels, de mon incapacité à être normal. Tu m'as, moi, dit Raphaël fermement. Tu m'as, Mathieu. Et pour la première fois depuis que j'ai rencontré cet homme brésilien, avec son sourire chaleureux et ses mains calleuses, je me permets d'y croire. Juste un peu. Raphaël me convainc de rester dans le bureau pour le reste de la matinée. Il va et vient, vérifiant comment je vais entre la préparation des desserts, apportant du thé qu'il prépare devant moi, toujours dans des tasses jetables scellées. Nous ne parlons pas beaucoup. Il semble comprendre que je suis trop épuisé pour les mots. Mais sa présence est réconfortante, d'une manière que je n'ai jamais expérimentée auparavant. Vers midi, quand la ruée du déjeuner commence, il réapparaît avec une proposition inattendue. « Mon service se termine à 3 heures aujourd'hui, » dit-il. « Voudrais-tu, peut-être, marcher avec moi? Il y a un endroit que je veux te montrer. » Mon premier instinct est de refuser. Les nouveaux endroits, les itinéraires non cartographiés, l'imprévisibilité, tout cela déclenche mon anxiété. Mais il y a quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qui reflète la mienne, qui me fait hésiter. « Où ?» demandai-je prudemment. « C'est une surprise, mais je te promets que c'est sûr, et calme, et tu peux partir à tout moment si tu te sens mal à l'aise. Je devrais dire non, je devrais rentrer chez moi, auprès de mes métronomes, dans ma routine sécurisée. Mais peut-être est-ce l'épuisement de la matinée, ou peut-être la façon dont Raphaël me regarde comme si j'avais de l'importance, mais je me retrouve à accepter. D'accord, mais je dois rentrer chez moi d'abord, changer de vêtements, faire des rituels. Bien sûr, je te retrouve ici à 4 heures. Ça te laisse assez de temps? 4 heures. Nombre pair. Oui. La marche jusqu'à mon appartement est longue, chaque pas lourd. Quand j'arrive, les métronomes m'accueillent avec leur cœur désynchronisé. Je vais directement vers celui réglé à 72 battements par minute, le rythme cardiaque de Raphaël, et m'assois par terre à côté, laissant son tic-tac régulier me pénétrer. Je m'endors là, sur le sol dur, pendant 42 minutes. Quand je me réveille, j'exécute tous les rituels de l'après-midi en temps comprimé. Douche complète, 7 fois avec du savon. Vêtements propres, nouveau pull gris, pantalon noir propre, chaussures cirées. Je vérifie la serrure de la porte 14 fois. Je prends 4 gorgées d'eau d'une bouteille scellée. Il est 3h58 quand je retourne au Café Savoy. Raphaël m'attend à l'entrée arrière. Déjà changé. Jean foncé, t-shirt gris sous une veste en cuir noir, cheveux détachés pour la première fois, tombant en boucles rebelles autour de son visage. Il semble plus jeune ainsi, plus vulnérable. « Prêt ?» demande-t-il, et il y a une nervosité dans sa voix qui me déstabilise.
Raphaël ne semble jamais nerveux. Oui. Nous commençons à marcher. Raphaël me guide à travers des rues que je connais, mais par des chemins que je n'ai jamais utilisés. Il a clairement mémorisé mes schémas, me conduit par des itinéraires avec moins de fissures sur les trottoirs, moins de rampes tentantes, moins de gens. Nous ne parlons pas beaucoup, marchant juste côte à côte, nos pas finissant par se synchroniser dans un rythme naturel. Prague en fin d'après-midi d'octobre est toute dorée et mélancolique. La lumière basse du soleil peint les bâtiments baroques en tons de miel et d'ambre, les ombres longues et dramatiques. Nous passons par le pont Charles, mais nous ne le traversons pas. Il semble savoir que les ponts sont difficiles pour moi. Trop de gens, trop de chaos. À la place, nous suivons la rive du fleuve, où les arbres, perdant leurs feuilles, créent un dais d'or au-dessus de nous. Finalement, Raphaël s'arrête devant un bâtiment que je ne reconnais pas immédiatement. Il est ancien, restauré, mais conservant son caractère historique, avec une façade vert foncé et des fenêtres en arc. Une plaque discrète indique « Musée de la musique tchèque ». « Tu m'as amené dans un musée ?» demandai-je perplexe. « Pas exactement. Il y a quelque chose de malicieux dans son sourire maintenant. Viens. » Il me guide non pas par l'entrée principale, mais par un chemin latéral menant à un petit jardin caché à l'arrière. C'est calme ici, isolé du bruit de la ville, avec des bancs en pierre disposés autour d'une fontaine éteinte. Et au centre du jardin, protégé par un kiosque en verre, se trouve un piano à queue ancien. C'est un espace public, explique Raphaël. Les musiciens peuvent venir jouer. Pas de public, juste de la musique pour le plaisir de la musique. J'ai découvert cet endroit quand je suis arrivé à Prague. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je m'approche du kiosque lentement. Le piano est magnifique. Bois sombre poli, touches en ivoire montrant des signes d'usure mais bien entretenus. Une plaque explique son histoire. Il a été joué par Smetana une fois, puis préservé par une société musicale locale. « Tu veux jouer ?» demande Raphaël doucement. « Je veux. » Désespérément. Mais je suis aussi terrifié. Ce piano est inconnu. Je ne sais pas combien de mains l'ont touché, combien de germes, de contamination. Tu n'es pas obligé, dit Raphaël, lisant mon hésitation. On peut juste s'asseoir, écouter le silence. Mais alors il fait quelque chose d'inattendu. Il sort une petite bouteille de désinfectant pour les mains de la poche de sa veste et un chiffon propre enveloppé dans du plastique. J'ai apporté ça, dit-il. Au cas où tu voudrais. Je peux nettoyer les touches pour toi, si ça peut aider. Il a pensé à ça. Il l'a planifié. Il a apporté des fournitures spécifiquement pour m'aider à gérer mon anxiété. Quelque chose dans ma poitrine se fissure. Tu ferais ça? Ma voix sort étranglée. Je ferais n'importe quoi, dit-il simplement, pour te voir jouer sans peur. Je l'observe pendant qu'il nettoie méticuleusement chaque touche, commençant par la plus grave et progressant systématiquement jusqu'à la plus aiguë. 88 touches. Il n'en saute aucune, ne se précipite pas. Quand il a terminé, il recule, me laissant de l'espace. Je m'approche du piano. Mes mains planent au-dessus des touches un long moment. Puis, sans mon rituel habituel de toucher chaque touche 4 fois, sans aucune préparation, je commence simplement à jouer. Chopin. Nocturne en do dièse mineur. Une des pièces les plus mélancoliques, les plus introspectives qu'il ait jamais écrites. Mes doigts trouvent les notes comme de vieux amis, et la musique se déverse. Pas parfaite. Je trébuche 2 fois, mais réelle, crue, honnête. Raphaël s'assoit sur un banc à proximité, écoutant simplement. Je ne le regarde pas, je ne peux pas, mais je sens sa présence comme de la chaleur, de la sécurité. Je joue pièce après pièce. Debussy, Satie, Rachmaninoff, Liszt, Dvořák. Je perds la notion du temps. Il n'y a que la musique. Cet instant et cet homme qui a nettoyé 88 touches de piano pour moi. Quand je m'arrête enfin, mes mains douloureuses, le soleil se couche. Le jardin est baigné d'une lumière dorée rose. Et Raphaël est exactement là où il était, m'observant avec une expression que je ne peux pas nommer, mais qui fait accélérer mon cœur d'une manière qui n'a rien à voir avec l'anxiété. C'était, commence-t-il, sa voix rauque. Tu es incroyable, Mathieu. Tu le sais, n'est-ce pas? Je secoue la tête. Je ne suis pas incroyable. Je suis juste quelqu'un qui a transformé toute sa douleur et sa peur en musique parce que je ne savais pas quoi en faire d'autre. Je suis juste brisé, dis-je, de manières qui ne peuvent pas être réparées. Raphaël se lève, s'approche jusqu'à être à côté du piano, mais pas trop près, respectant mon espace comme toujours. Tu n'es pas brisé, dit-il avec une férocité qui me surprend. Tu es blessé, tu te bats, mais brisé? Non. Quelque chose qui produit une musique pareille ne peut pas être brisé. Ça existe différemment. Exister différemment te laisse quand même seul, murmurai-je.
Pas si je suis là. Tu ne resteras pas. Les mots sortent amers. Sûr. Personne ne reste. Tôt ou tard, mes rituels deviennent fatigants. Mes limites deviennent des fardeaux. Et les gens partent. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe toujours. Alors peut-être, dit Raphaël doucement, que les bonnes personnes ne sont pas encore arrivées. Je le regarde enfin, vraiment. Il y a quelque chose dans ses yeux. De la détermination mêlée de vulnérabilité. De la certitude mêlée de peur. Il a peur aussi, je réalise. Peur de ce qu'il offre, de ce qu'il ressent. Tu me fais peur, admets-je. Toi aussi tu me fais peur, répond-il. Je n'ai pas toutes les réponses, Mathieu. Je ne sais pas si je peux faire ça parfaitement. Mais je veux essayer. Si tu me laisses. Faire quoi? Ça. Il fait un geste entre nous. Ce que ça devient. Toi et moi. Mon cœur bat si fort que je suis sûr qu'il peut l'entendre. Il y a 1000 raisons de dire non. Mes limites. Ses propres peurs, mentionnées mais non détaillées. L'implosion inévitable, quand la réalité de mon toc deviendra routine, plutôt que nouveauté. Mais il y a une raison de dire oui. La façon dont il me regarde maintenant, comme si j'étais quelque chose de précieux et d'effrayant et qui vaut le risque. D'accord, murmurai-je. On peut essayer. Le sourire qui se répand sur le visage de Raphaël est comme un lever de soleil. Lent, chaleureux, inévitable. Il ne bouge pas pour me toucher. N'envahit pas mon espace. Il sourit simplement, et c'est suffisant. Nous rentrons à travers Prague alors que la nuit tombe, les lampadaires s'allumant un à un, transformant la ville en quelque chose de magique et intemporel. Raphaël me parle plus de Salvador, de sa grande famille bruyante, de sa mère qui cuisine pour des foules, de son père qui joue de la guitare le dimanche soir. Il parle de Lisbonne où il a travaillé dans des restaurants étoilés Michelin mais ne s'est jamais senti chez lui. De Prague, qu'il a choisi parce qu'elle était belle et mélancolique et solitaire comme il se sentait après la fin de sa relation. Il était contrôlant, dit Raphaël, sa voix soigneusement neutre. Au début, ça semblait protecteur, attentionné, puis c'est devenu étouffant, critique. Il me faisait sentir que je n'étais jamais assez bien. Quand j'ai enfin rompu, il a dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie, que personne d'autre ne m'aimerait comme lui. Ce n'était pas de l'amour, dis-je avec une certitude qui me surprend. Je le sais maintenant. Mais il m'a fallu longtemps pour y croire. Il s'arrête, me regarde. C'est pourquoi j'ai peur aussi, tu sais. Peur que mon besoin d'être nécessaire me pousse à trop te presser, à te faire dépendre de moi de manière malsaine. Peur que je confonde aider avec contrôler. Tu ne fais pas ça, dis-je. Tu me donnes des choix. Toujours. Même aujourd'hui, tu m'as donné le choix de rester ou de partir, de jouer ou non. Ce n'est pas du contrôle. C'est du respect. Quelque chose se relâche dans ses épaules. Merci de dire ça. Quand nous arrivons à mon immeuble, nous hésitons tous les deux. Il y a une attente dans l'air, quelque chose de non dit, mais palpable. Tu veux monter? Proposai-je et ma voix tremble légèrement. Voir les métronomes? Raphaël me regarde comme si je venais d'offrir quelque chose d'infiniment précieux. Tu es sûr? Je ne le suis pas, mais je veux qu'il connaisse cette partie de moi. Cette partie étrange et obsessionnelle qui définit tant de mon existence. Oui, nous montons les 3 étages d'escalier. Il respecte mon besoin de compter chaque marche, attendant patiemment quand je dois redescendre et recommencer, parce que j'ai perdu le compte. Quand nous arrivons à ma porte, le rituel de déverrouillage prend les 7 minutes complètes. Raphaël ne se plaint pas, ne regarde pas sa montre, il attend simplement. La porte s'ouvre enfin, et je laisse Raphaël entrer dans mon monde. Il s'arrête sur le seuil, ses yeux balayant les murs couverts de métronomes. 284, tous tic-tac, à des vitesses différentes, créant cette cacophonie rythmique qui est mon chez-moi. J'attends son jugement, sa confusion, peut-être même sa peur. Au lieu de cela, il sourit. Pas un sourire poli, mais quelque chose de sincère et émerveillé. C'est comme une symphonie, dit-il doucement. Chaotique, mais d'une certaine manière, harmonieuse. La plupart des gens trouvent ça perturbant. La plupart des gens n'écoutent pas correctement. Il avance plus loin, ses yeux passant d'un métronome à l'autre. Je peux poser des questions à leur sujet? Pendant l'heure suivante, j'explique. Je montre le métronome réglé à 60 battements par minute, le rythme cardiaque de ma mère quand elle dormait, le seul souvenir clair que j'ai d'avant sa maladie, celui réglé à 120, la vitesse de la musique qui jouait quand j'ai rencontré ma première petite amie, 144, le tempo d'une pièce de Liszt que j'ai jouée la nuit où mon père est mort, et celui à 72 battements par minute. Et celui-ci? Demande Raphaël en le pointant. J'hésite, puis je choisis l'honnêteté, ton rythme cardiaque. Quand tu es calme, je l'ai remarqué quand tu es près du piano parfois. Ta respiration ralentit,
Ton corps se détend. J'ai compté. 72 battements par minute. Raphaël devient très silencieux. Puis doucement. Tu fais attention à moi comme ça? Je fais attention à tout comme ça, dis-je. C'est une malédiction. Mais avec toi, ça ne semble pas autant une malédiction. Il s'approche du métronome, le touche doucement avec un doigt. Tu le joues celui-là? Tous les soirs, admets-je, mes joues brûlant, avant de dormir. Ça me calme. Quand Raphaël me regarde, ses yeux brillent de larmes non versées. Mathiej, dit-il, sa voix épaisse, tu as une idée de combien ça me fait me sentir spécial? Je ne sais pas quoi dire, alors je ne dis rien. Nous restons là, deux hommes séparés par des mètres mais connectés par quelque chose que je ne peux nommer mais que je sens vibrer dans l'air entre nous. Raphaël reste encore 1 heure. Nous nous asseyons sur mon canapé, lui à une extrémité, moi à l'autre, un espace respectueux entre nous, et nous parlons de musique, de nourriture, de Prague, et de ses couches d'histoire, de nos peurs et espoirs, et des façons étranges dont la vie nous a conduits à cet instant. Quand il se lève enfin pour partir, il y a une hésitation dans ses mouvements. « Je peux t'appeler demain ?» demande-t-il. « Juste pour voir comment tu vas ? Je n'ai pas de téléphone. Enfin, j'en ai un, mais je l'utilise rarement. Les numéros inconnus me font paniquer, les appels inattendus déclenchent de l'anxiété, mais l'idée de Raphaël appelant sa voix dans mon oreille. « Oui », dis-je, et je lui donne mon numéro. À la porte, nous faisons le rituel de départ. Il attend pendant que je touche la poignée 4 fois, vérifie la serrure 7 fois. Ça ne semble pas le déranger. Il est juste présent. « Bonne nuit, Mathiej », dit-il doucement. « Bonne nuit, Raphaël. » Quand la porte se ferme derrière lui, je glisse jusqu'au sol, mon dos contre le bois solide. Mon cœur bat fort, mais pas d'anxiété. C'est autre chose. Quelque chose d'effrayant et d'excitant et de complètement nouveau. Cette nuit-là, pour la 2e fois depuis que j'ai rencontré Raphaël, je n'exécute pas tous mes rituels nocturnes. Je lave mes mains seulement 14 fois au lieu de 28. Je vérifie les serrures seulement 4 fois au lieu de 14. Et quand je vais enfin au lit, j'allume le métronome réglé à 72 battements par minute et laisse son rythme régulier me bercer jusqu'au sommeil. Je rêve de mains calleuses touchant des touches de piano. Je rêve de chocolat et de musique et d'yeux bruns chaleureux. Je rêve de possibilités. Voulez-vous découvrir la suite? Comment ces deux mondes si différents s'entrelacent de plus en plus, alors que des secrets du passé et des dilemmes du présent menacent tout ce qu'ils construisent ensemble. Les 2 mois suivants sont les plus intenses de ma vie. Raphaël et moi développons une routine qui est à la fois structurée et chaotique. Il apprend tous mes rituels, non pas pour les éliminer, mais pour les naviguer. Il découvre que s'il touche mon bras 2 fois, je peux le tolérer quelques secondes avant que mon cerveau ne commence à crier. Que s'il prépare de la nourriture avec exactement 8 ingrédients et me laisse observer tout le processus, je peux manger sans anxiété paralysante. Que quand j'ai une journée particulièrement difficile, s'il se contente de s'asseoir près de moi sans parler, juste en existant dans mon espace, cela m'ancre plus que n'importe quel mot pourrait le faire. Et j'apprends sur lui. J'apprends que les nuits de dimanche, il se réveille en pleurs de rêve sur son ex, tremblant et murmurant en portugais, des mots que je n'ai pas besoin de comprendre, pour reconnaître comme de la terreur. J'apprends qu'il cuisine compulsivement quand il est anxieux, remplissant la cuisine du café de créations élaborées, qu'il distribue ensuite aux sans-abri, parce que cuisiner, et sa façon de contrôler quand tout semble hors de contrôle. J'apprends qu'il a des cicatrices, pas seulement les physiques de brûlures et de coupures, mais des blessures émotionnelles profondes, d'avoir été constamment critiqué, diminué, fait pour sentir que son amour n'était jamais assez. Il disait que j'étais trop intense, me raconte Raphaël une nuit, alors que nous sommes assis dans mon appartement, le chœur des métronomes créant une musique de fond, que j'étouffais les gens avec mon attention, que mon amour était excessif. Alors j'ai commencé à me replier, à me faire plus petit, et même ça, ce n'était jamais assez. « Tu n'es pas trop intense », dis-je avec une certitude absolue. « Tu es intense juste comme il faut, pour moi en tout cas. Le sourire qu'il me donne pourrait illuminer tout Prague. » Nous commençons à nous toucher plus. De petits moments, sa main sur mon épaule pendant 2 secondes, mes doigts effleurant les siens quand il me passe une tasse de thé, une étreinte rapide de 4 secondes, quand nous nous disons au revoir. Chaque contact est une négociation entre mon cerveau criant contamination et mon cœur désespéré de connexion. Raphaël ne presse jamais, ne demande jamais, plus que ce que je peux donner. Il accepte simplement ce que j'offre et sourit comme si c'était le plus grand cadeau du monde. Après chaque contact, je dois laver mes mains.
Il a appris à attendre sans commenter, sans faire sentir que c'est un fardeau. Parfois, il attend dans le couloir de la salle de bain. D'autres fois, il continue ce qu'il faisait. Mais il est toujours là quand je reviens, comme si je n'étais jamais parti. Ça ne te fatigue pas? Demandai-je un après-midi, après avoir lavé mes mains 16 fois parce qu'il a tenu ma main pendant 30 secondes entières. Un record. De quoi? De toi? Raphaël semble sincèrement confus. D'attendre. Des rituels. De toutes mes limites. Il réfléchit un moment, sérieux. Je suis fatigué parfois, admet-il, et j'apprécie son honnêteté. Pas de toi, mais de la situation. Je suis frustré parce que je veux t'enlacer quand tu as une crise de panique, mais je sais que ça ne ferait qu'empirer. Je suis triste quand je te vois souffrir et que je ne peux pas réparer. Mais fatigué de toi? Jamais. Tu es ce qui me garde éveillé de bonnes manières, Mathieu. Tu me donnes envie d'être plus patient, plus compréhensif, meilleur. Je ne te mérite pas, murmurai-je. Nonsense, dit-il fermement. Tu mérites quelqu'un qui te voit, tout toi, et qui reste, même quand c'est difficile. Décembre arrive avec de la neige qui transforme Prague en une carte postale victorienne. Le château couvert de blanc, la Vltava partiellement gelée sur les bords, les rues pavées glissantes et dangereuses. Mes rituels empirent avec le froid. Mes mains se fissurent et saignent à force de laver. Je dois vérifier les serrures encore plus de fois parce que le métal froid semble différent sous mes joints uncertain. Mais il y a aussi des moments de beauté surprenante. Raphaël m'emmène au jardin Verdba un matin avant l'ouverture aux touristes. Il connaît le gardien, a négocié un accès spécial. Nous marchons à travers le jardin baroque couvert de neige, nos respirations formant de la buée dans l'air glacial, et c'est si silencieux que je peux entendre mon propre cœur battre. C'est parfait, dis-je, et ça l'est vraiment. Symétrique, ordonné, chaque arbre et statue à sa place précise. Comme toi, dit Raphaël doucement, je ne suis pas parfait, loin de là. Parfait pour moi alors. C'est dans ces moments que je réalise. Je tombe amoureux de cet homme. Pas un amour doux et gérable comme j'en ai connu avant, mais quelque chose de bouleversant, effrayant, dévorant. Il occupe mes pensées constamment. Quand je joue du piano, j'imagine ses mains sur les miennes. Quand je mange ses desserts, je savoure chaque bouchée comme si c'était un baiser. Quand je dors, c'est au son du métronome réglé sur son rythme cardiaque. Et cela me terrifie. Parce que l'amour signifie la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifie la possibilité d'une perte dévastatrice. 3 semaines avant Noël, je reçois une invitation qui change tout. Le Théâtre national de Prague me demande de donner une performance solo, un immense honneur, le genre d'opportunité que les musiciens attendent toute leur carrière. Ce sera le 22 décembre, un concert de gala de Noël avec des politiciens, des célébrités, des critiques musicaux. La grande salle, avec 1200 places. Je devrais être euphorique. Au lieu de cela, je suis paralysé de terreur. Je ne peux pas faire ça, dis-je à Raphaël quand je lui en parle. Nous sommes dans la cuisine du café, tard le soir après la fermeture, et il prépare de la pâte pour les croissants du lendemain. Pourquoi pas? Ses mains continuent de travailler la pâte. Plier, tourner, replier. Le mouvement est hypnotique. C'est trop de gens, trop de pression. Et si j'ai une crise de panique sur scène? Et si je ne peux pas compléter mes rituels avant de jouer et que l'anxiété me paralyse? Raphaël arrête de travailler, essuie ses mains sur un torchon, vient jusqu'à l'endroit où je suis assis. Il ne me touche pas mais s'accroupit devant moi, ses yeux au niveau des miens. Tu peux le faire, dit-il avec une conviction absolue. Tu es le pianiste le plus talentueux que j'ai jamais entendu. Mais si tu décides de ne pas le faire, ça va aussi. Tu n'as rien à prouver à personne. Mais c'est le Théâtre national, dis-je faiblement. C'est tout. Tu es tout, répond-il. Le reste, ce ne sont que des lieux et des gens. Toi, ta musique, ton talent, c'est ce qui compte. Théâtre ou pas. Je reste silencieux, mon esprit s'emballant. Puis Raphaël ajoute, mais si tu décides de le faire, je serai là, au premier rang, en costume, à t'encourager si fort que tu le sentiras même sans m'entendre. L'image de lui dans le public me soutenant fait naître une chaleur dans ma poitrine. D'accord, dis-je. Je vais le faire. Le sourire de Raphaël est éclatant. Les 3 semaines suivantes sont une brume de préparation. Je m'entraîne 6 heures par jour, mes doigts parcourant Rachmaninoff, Liszt, Chopin, Beethoven. Raphaël m'apporte de la nourriture. Toujours 8 ingrédients, toujours préparés là où je peux voir, parce que j'oublie de manger quand je suis concentré. Il masse mes épaules tendues, gardant le contact léger et bref, me rappelant de respirer. 4 en inspirant, 4 en expirant.
murmure-t-il quand il me voit hyperventiler sur un passage particulièrement difficile. Tu peux le faire. Tu as joué cette pièce 1000 fois, mais pas devant 1200 personnes, protestai-je. Alors ne pense pas à eux. Pense à moi. Joue pour moi, comme tu le fais au café tous les matins. Juste toi et moi et la musique. L'idée m'apaise légèrement. Jouer pour Raphaël. Ça, je peux le faire. 5 jours avant la performance, Raphaël semble étrange, distrait, distant, ses sourires n'atteignant pas ses yeux. Je lui demande ce qui ne va pas 2 fois avant qu'il n'admette enfin. J'ai reçu un appel, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Nous sommes dans mon appartement, la symphonie des métronomes remplissant le silence entre ces mots. D'un restaurant à Lisbonne, Bel Canto, 2 étoiles Michelin, ils cherchent un chef exécutif en pâtisserie. Quelqu'un m'a recommandé, ils ont vu des photos de mon travail, et ils veulent m'offrir le poste. Mon estomac chute. Lisbonne, Portugal, 1600 kilomètres de distance. C'est incroyable, dis-je, et même à mes oreilles, ça sonne creux. C'est le boulot de tes rêves. C'était, corrige-t-il doucement. Il y a 1 an, 2 ans, j'aurais dit oui immédiatement, mais maintenant quoi? Maintenant, il y a toi. Il me regarde directement, une vulnérabilité nue sur son visage. Maintenant, il y a ça, ce qu'on construit. Et je ne sais pas si je veux abandonner ça. Je devrais dire, reste. Je devrais être égoïste, supplier, promettre n'importe quoi. Mais je ne peux pas, parce que je sais ce que c'est de sacrifier ses rêves pour des limites. Je l'ai fait quand j'ai arrêté les médicaments, choisissant la musique plutôt que la fonctionnalité, et je connais le poids du ressentiment qui vient après. Tu devrais y aller, dis-je, chaque mot comme du verre dans ma gorge. Quoi? Raphaël semble sincèrement choqué. C'est ta carrière, ton avenir. Tu ne peux pas jeter ça pour moi, pour toi. Il y a quelque chose de féroce dans sa voix maintenant. Mathieu, tu n'es pas quelque chose que je jette pour avoir autre chose. Tu es quelque chose que je choisis, activement, consciemment. Mais et si tu regrettes après? Les mots jaillissent. Et si dans 5 ans tu regardes en arrière et réalises que tu as raté ta grande chance à cause d'un homme brisé qui ne peut même pas traverser un pont sans s'effondrer? Tu n'es pas brisé? Raphaël élève la voix, la frustration saignant dans chaque syllabe. Puis il prend une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Désolé, je ne voulais pas crier. Mais Mathieu, tu dois arrêter de penser à toi comme ça. Tu es talentueux, intelligent, drôle d'une manière sèche et sarcastique qui me fait rire. Oui, tu as un toc. Oui, ça complique les choses, mais ça ne te définit pas complètement. Ça définit assez, dis-je amèrement. Ça définit que tu ne pourrais jamais me demander de venir avec toi, parce que je ne peux pas. Je ne peux même pas imaginer déménager dans un autre pays, une nouvelle ville, de nouveaux itinéraires, de nouveaux rituels. Je m'effondrerais. Silence. Lourd. Étouffant. Alors, dit Raphaël lentement, on est dans une impasse. On dirait. Il se lève. Commence à faire les 100 pas dans le petit espace entre les métronomes. 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Le fait-il exprès? Parle-t-il ma langue des nombres pairs? Je n'ai pas encore répondu, dit-il enfin. J'ai demandé 2 semaines pour réfléchir. L'offre est bonne, presque le double de ce que je gagne maintenant. Un appartement inclus, une autonomie créative complète. Mais quoi? Mais je ne sais pas si l'argent et le prestige valent la peine de te perdre. Quelque chose dans ma poitrine se brise, parce que j'entends le non-dit. Pas encore. Il ne sait pas encore. Ce qui signifie qu'éventuellement, inévitablement, la balance penchera. Il réalisera qu'un avenir brillant à Lisbonne vaut plus qu'un présent compliqué à Prague avec un pianiste névrosé, qui ne peut même pas tenir sa main sans laver compulsivement après. Tu devrais y aller, répétai-je, plus fermement maintenant. Sérieusement, Raphaël, je ne te blâmerai pas. Je ne te détesterai pas pour choisir ta vie. Il me regarde longuement, les yeux pleins d'une douleur que je ne peux pas apaiser. Mathieu, je ne veux pas choisir entre toi et ma vie. Je veux une vie où tu es inclus. Ce n'est pas possible, dis-je, ma voix tremblante. Pas avec moi, pas avec tout ça. Il s'arrête de marcher, se retourne pour me faire face. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça doit être l'un ou l'autre? On peut trouver un moyen. On peut... Non, Raphaël, je l'interromps, et ça fait mal. Mais je dois être honnête. Tu mérites quelqu'un qui peut te suivre à Lisbonne. Quelqu'un qui peut voyager avec toi, rencontrer ta famille, manger dans des restaurants bondés sans paniquer. Pas quelqu'un qui doit compter chaque pas, vérifier chaque serrure, laver ses mains jusqu'à ce qu'elles saignent. Il ouvre la bouche pour protester, mais je lève une main pour l'arrêter. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. Si tu restes à cause de moi,
Tu finiras par me détester, et je ne pourrai pas le supporter. Le silence qui suit est plus lourd que tout ce que j'ai jamais ressenti. Les métronomes continuent leur tic-tac, indifférents, mais pour la première fois, ils ne m'apaisent pas, ils semblent juste bruyants. Je ne veux pas te perdre, murmure Raphaël, et sa voix se brise. Tu ne me perds pas, dis-je, même si je ne crois pas mes propres mots. Tu vas juste vivre, comme tu le mérites. Il ne répond pas. Il se contente de me regarder, ses yeux brillants de larmes qu'il refuse de laisser couler. Puis il hoche la tête, une seule fois, et se dirige vers la porte. Je vais réfléchir, dit-il doucement. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste être avec toi. Si c'est d'accord, murmurai-je. Il reste, mais nous ne parlons plus de Lisbonne. Nous nous asseyons sur le canapé écoutant les métronomes, et pour la première fois depuis des semaines, nous ne nous touchons pas. L'espace entre nous semble plus vaste que jamais. Les jours suivants sont tendus, comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Raphaël est toujours là. Il apporte ses desserts à 8 ingrédients, me rappelle de respirer pendant les répétitions, sourit quand je joue du smetana. Mais il y a une distance dans ses yeux, une hésitation dans ses mouvements. Il réfléchit à l'offre, je le sais, et chaque jour, je m'attends à ce qu'il me dise qu'il a pris sa décision, qu'il part. Je me jette dans les préparations pour le concert du Théâtre National. 6 heures de pratique deviennent 8, puis 10. Mes doigts saignent à force de jouer, mes épaules sont nouées, mais je m'en fiche. La musique est la seule chose qui me maintient à flot, la seule chose qui empêche mon esprit de s'effondrer sous le poids de l'idée de perdre Raphaël. Le 22 décembre arrive trop vite. Le Théâtre National est une merveille. Des plafonds dorés, des lustres imposants, des rangées de sièges en velours rouge qui semblent s'étendre à l'infini. Backstage, je suis un désastre. Mes rituels prennent le dessus. Je touche chaque touche du piano Steinway 4 fois, vérifie la position du tabouret 14 fois, ajuste mes partitions jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées. L'équipe technique me regarde avec une impatience à peine dissimulée, mais je ne peux pas m'arrêter. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas jouer. Si je ne joue pas, je vais m'effondrer. Raphaël est là comme promis au premier rang. Il porte un costume noir ajusté, ses cheveux bouclés soigneusement attachés, et il me sourit quand je jette un coup d'œil depuis les coulisses. Ce sourire me donne envie de pleurer, parce que je sais qu'il pourrait être l'un des derniers. Je prends une profonde inspiration, 4 secondes en inspirant, 4 en expirant, et je monte sur scène. Le public applaudit poliment. Je m'assieds au piano, mes mains tremblantes posées sur mes genoux. Je ferme les yeux, imagine Raphaël seul dans la salle, comme au Café Savoy, juste lui, moi et la musique. Je commence avec Beethoven, sonate au clair de lune. Les notes s'écoulent, sombres et introspectives, chaque accord un écho de la tempête dans ma poitrine. Puis, Liszt, Liebestraum, Nummer 3 heures, une ode à l'amour qui me fait mal à jouer parce qu'elle me rappelle Raphaël, son rire, ses mains, la façon dont il me regarde comme si j'étais entier. Ensuite, Rachmaninoff, brutal et exigeant, mes doigts, dansant sur les touches avec une précision née de l'épuisement. Le public disparaît. Il n'y a que la musique et quelque part là-dedans, Raphaël. Je joue pour lui, chaque note un aveu, une prière, un adieu. Quand je termine avec Dvořák, une pièce de poème symphonique adaptée pour piano solo, le silence est assourdissant. Puis les applaudissements éclatent, un rugissement qui me ramène brutalement à la réalité. Je me lève, m'incline maladroitement, mes yeux cherchant Raphaël dans la foule. Il est debout, applaudissant plus fort que quiconque, les larmes coulant librement sur ses joues. Je veux courir vers lui, mais mes rituels m'en empêchent. Je dois toucher le tabouret 4 fois, vérifier les partitions, m'assurer que tout est en ordre avant de quitter la scène. Dans les coulisses, je m'effondre sur une chaise tremblant de partout. L'adrénaline s'estompe, laissant place à une fatigue écrasante. Maria est là, me félicitant, disant que c'était la meilleure performance qu'elle ait jamais entendue. Les organisateurs viennent à me serrer la main, je les évite, utilisant une lingette antibactérienne comme bouclier. Puis Raphaël apparaît. Il ne parle pas tout de suite. Il se tient juste là, dans son costume impeccable, les yeux encore humides. Puis il dit « Mathieu, c'était... Tu étais... Je n'ai pas de mots. Tu n'as pas besoin de mots, murmurai-je. Tu étais là, ça suffit. » Il secoue la tête comme s'il rejetait l'idée. « Non, ce n'est pas assez. Tu mérites plus que ça. Tu mérites quelqu'un qui reste, pas quelqu'un qui hésite. » Mon cœur s'arrête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prend une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « J'ai appelé Lisbonne ce matin. J'ai refusé l'offre. Je cligne des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Tu...
Quoi? J'ai refusé. Je reste ici, à Prague, avec toi. Mais, pourquoi? Ma voix est à peine audible. C'était ton rêve. Non, dit-il fermement. C'était un rêve, un parmi d'autres. Et tu sais quoi? Tu es un rêve plus grand, toi, Mathiej, et cette vie qu'on construit ensemble, même si elle est compliquée, même si elle est désordonnée. Je veux ça plus que je veux un restaurant chic à Lisbonne. Je ne peux pas parler. Les mots sont coincés, bloqués par un mélange de choc, de soulagement et d'une peur persistante qu'il regrette cette décision un jour. Tu es sûr? Demandai-je finalement. Vraiment sûr? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. Il s'approche juste un peu, respectant toujours mon espace. Je t'aime, Mathiej. Pas juste ta musique, pas juste les parties faciles. Tout toi. Les rituels, les chiffres, les mauvais jours, les bons jours. Tout. Je t'aime. Les mots résonnent dans ma tête, plus fort que n'importe quelle symphonie. Personne ne m'a jamais dit ça comme ça, sans condition, sans attente de changement. Je t'aime aussi, murmurai-je, et c'est la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais dite. Mais j'ai peur que tu changes d'avis. Alors je te le prouverai, dit-il simplement. Chaque jour, jusqu'à ce que tu n'aies plus peur. Il tend la main, paume vers le haut, une invitation. Je prends une profonde inspiration, 4 secondes en inspirant, 4 en expirant, et je place ma main dans la sienne. Ses doigts se referment doucement, chauds et stables, et pendant 8 secondes entières, je ne ressens pas le besoin de courir me laver les mains. Quand je dois finalement retirer ma main, il sourit. Ce sourire de lever de soleil, chaleureux et inévitable. Viens, dit-il. Allons fêter ça. J'ai fait un gâteau. 8 ingrédients, préparés sous tes yeux, comme toujours. Je ris. Un son étrange et rouillé qui semblait étranger, mais juste. D'accord. Nous sortons du théâtre dans la nuit pragoise, la neige tombant doucement autour de nous. Les rues sont illuminées de lumière de Noël, et pour la première fois, je ne compte pas les lampadaires ou les flocons de neige. Je me contente de marcher à côté de Raphaël, nos épaules se frôlant occasionnellement, et je me sens libre, pas guéri, pas réparé, mais accepté, aimé. Épilogue. 1 an plus tard, nous sommes toujours à Prague. Raphaël a été promu chef pâtissier en chef au Café Savoy, et il expérimente des recettes qui défendent l'imagination, toujours avec un nombre pair d'ingrédients quand c'est pour moi. Je joue maintenant régulièrement au Théâtre National, pas seulement des concerts de gala, mais aussi des récitals plus petits, intimes, où je peux être moi-même sans la pression de 1200 paires d'yeux. Mes rituels sont toujours là. Certains jours, ils sont écrasants et je passe des heures à vérifier, compter, laver. Mais Raphaël est là, patient, attendant que je traverse le chaos, me rappelant que je ne suis pas seul. Il a son propre appartement maintenant, à 2 rues du mien, mais il passe la plupart des nuits chez moi, entouré des métronomes. Il en a même acheté un nouveau, réglé à 80 battements par minute, le rythme de son cœur quand il est excité, heureux, vivant. Nous parlons d'avenir parfois, pas de grands projets, pas de déménagement à Lisbonne ou de voyage spontané, mais des petites choses, un jour, peut-être, visiter ensemble le jardin Wertbach au printemps, quand les fleurs éclatent, ou jouer un duo au piano, lui apprenant les bases pour que nous puissions partager la musique, ou simplement continuer comme ça, naviguant dans nos imperfections, trouvant de la joie dans les moments où nos mondes s'alignent. Je ne suis pas guéri, je ne le serai probablement jamais, mais avec Raphaël, je suis quelque chose de mieux. Je suis vu, je suis aimé, et pour la première fois de ma vie, cela suffit. Ce soir, alors que je joue Clair de lune dans mon appartement, Raphaël est assis à côté de moi, ses mains dans mes cheveux, ses doigts traçant des motifs doux qui ne suivent aucun rituel sauf le leur. Je ne compte pas combien de fois il touche chaque mèche. Je me contente de ressentir la chaleur de sa peau, le sucre glace sur ses lèvres quand il m'embrasse, la musique qui coule entre nous comme un fleuve. Et pour la première fois, je ne compte pas les battements de mon cœur. Je sais simplement qu'il bat et que c'est assez. Fin.